Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Une danse avec le prince des fées de Élise Kova, lu par Amandine Guyot. Chapitre 1er. Une fois qu'elle a épuisé la fortune de mon père, Joyce a vendu tous les tableaux de la maison, puis l'argenterie, puis les bijoux et les robes de ma mère, puis tout ce qui avait la moindre valeur dans mon couloir. Elle a vendu tout ce qu'elle a pu pour financer ses bals fastueux et ses grandes ambitions. Elle a tout vendu pour tenter de recouvrer un peu de la gloire qui est morte en même temps que mon père. Il ne reste plus rien. Alors, aujourd'hui, elle va vendre ma main en mariage. Elle ne me l'a pas dit explicitement, mais je sais que c'est vrai. Cela fait déjà plus d'1 an que je le sens dans mes os, comme je sens l'approche d'un orage, l'anticipation dans l'air. Cela a commencé par de petits commentaires que mes sœurs faisaient en passant, mine de rien. Si je réagissais, on me répondait que je me faisais des idées, que j'étais ridicule de lire entre les lignes. Sauf que c'est toujours là que va se nicher la vérité, pas vrai ? Entre les lignes. Puis, c'est devenu un sujet de conversation à la table du dîner. Je suis en âge de m'unir à quelqu'un. Il est temps de me trouver un contrat satisfaisant. Je mange trop et n'en fais pas assez. C'est une transaction avisée de me marier. Et Joyce est une femme d'affaires avant tout. Cette idée est aussi lourde et oppressante que le brouillard qui pèse sur les collines entre la propriété de mon père et la dense forêt au milieu des montagnes d'ardoise. Ces soucis me suivent comme un nuage persistant au-dessus de ma tête. Je rassemble d'une main les rênes de brume qui hennit doucement en secouant la tête. Je lui caresse l'encolure pour la calmer. Elle le sent quand je suis contrariée. Tout va bien, ma belle. Sauf que je n'en sais rien en fait. Aujourd'hui, Joyce va rencontrer l'homme qui va acheter ma main. Tout va se jouer lors d'une conversation à laquelle je ne suis même pas invitée. Viens, on va se faire un dernier galop jusqu'à la forêt. Brume est une jument grise. Mais je ne l'ai pas nommée comme ça à cause de sa robe. Elle est née il y a presque exactement 3 ans, à la fin de l'automne. J'ai passé la nuit entière à l'écurie avec sa mère, impatiente de la rencontrer. Je voulais m'assurer d'être la première personne qu'elle verrait. Brume est le dernier cadeau que mon père m'a laissé avant que son bateau fasse naufrage. Depuis ce jour-là, chaque matin, nous sommes inséparables. Brume galope si vite que j'ai l'impression de ne plus toucher terre, de voler avec les oiseaux. Elle file à toutes jambes parce qu'elle comprend la douleur d'être enfermée jour après jour. Tandis que nous effleurons à peine le sol meuble, telle une flèche perçant le brouillard, une idée familière me vient. Et si on ne s'arrêtait pas ? Je pourrais peut-être nous libérer toutes les deux et ne jamais revenir. Les arbres surgissent de nulle part, rangés de sentinelles solides, plus muraille que forêt. Brume se cabre et je manque de perdre l'équilibre. Je me penche sur son encolure et lui fais faire demi-tour. Nous repartons en trottant le long des bois sombres. J'essaie de voir entre les troncs, mais en vain. Avec le brouillard et les branches encore couvertes de feuilles, tout devient noir au bout de quelques mètres à peine. Je me redresse et arrête Brume le temps de regarder un peu mieux. Même si je ne sais pas vraiment ce que je cherche. Les gens de la ville racontent que, la nuit, des lumières brillent dans la forêt. Les quelques courageux chasseurs qui osent franchir la frontière séparant les humains de la magie prétendent avoir vu les créatures sauvages et menaçantes qui peuplent cette forêt. Mi-homme, mi-bête. Les fées. Naturellement, je n'ai jamais eu le droit de m'aventurer dans les bois. J'ai soudain les paumes moites et je les essuie sur la grosse toile de mon pantalon. Le simple fait d'en être aussi proche me fait vibrer d'une anticipation nerveuse. Est-ce aujourd'hui que je vais enfin tenter ma chance ?
Personne ne viendrait me chercher. Tous ceux et celles qui entrent dans la forêt sont présumés morts au bout d'1 heure à peine. Le chant éraillé d'un coq résonne parmi les collines. Je jette un coup d'œil en direction de notre propriété. Le soleil commence à déchirer le brouillard de ses longs doigts aveuglants. Mon bref moment de répit a expiré. Il est temps d'affronter mon destin. Le retour me prend 2 fois plus longtemps que l'aller. Chaque jour, il m'est un peu plus difficile de m'arracher à la fraîche lueur de l'aube, à l'épais brouillard et à tous les mystères qui rôdent dans ces bois sombres. C'est d'autant plus vrai que le manoir est le dernier endroit où j'ai envie de retourner. La forêt est franchement accueillante à côté. Alors que je suis déjà à mi-chemin, je me rends compte que c'est sans doute la dernière fois que je ferai cette promenade. Je ne doute pas que mes rares instants de liberté, même s'ils sont limités à ces quelques heures matinales, disparaîtront pour de bon une fois que je serai mariée à quelque nobliau dont je deviendrai la poulinière. Je vais me retrouver forcée d'endurer tout ce qu'il voudra m'infliger au nom de ce concept infâme, l'amour. « Catria, tu es en retard !» lance Cordelia, la palefrenière. « Joyce va t'écorcher vive, et elle est déjà passée 2 fois pour me demander où tu étais. » Bizarrement, ça ne m'étonne pas, dis-je en mettant pied à terre. Cordelia me donne une petite tape sur le bras et agite son index sous mon nez. La chance qui s'offre à toi aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui n'oseraient même pas en rêver. Notre maîtresse va établir un contrat avantageux avec un homme qui va s'occuper de toi pour le restant de tes jours. Et en échange, tu n'auras qu'à sourire et être jolie. J'en ai déjà plus qu'assez des gens qui veulent s'occuper de moi. Mais je n'ai aucune raison de m'en prendre à Cordelia. Je sais. J'aurais simplement aimé avoir mon mot à dire sur l'homme en question. Peu importe. Cordelia commence à défaire la sangle tandis que je retire la bride de brume. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit riche. Cordelia ne voit en moi qu'une jeune héritière. Elle voit le manoir, les robes, les fêtes, les derniers symboles de richesse auxquels Joyce s'accroche. Elle voit la façade luxueuse, vestige d'une époque où nous avions effectivement tout ça, bien avant que notre fortune s'effrite à force de mauvaises décisions, suivies par la mort de mon père. Oui, espérons, dis-je enfin. Je ne veux pas avoir l'air ingrate. Cordelia est issue d'un milieu modeste. De son point de vue à elle, je n'ai aucune raison de me plaindre. Catria m'appelle ma plus jeune sœur depuis la véranda qui fait tout le tour du manoir. Le soleil est à peine levé, pourtant elle est déjà habillée, comme si c'était elle qui allait se marier aujourd'hui plutôt que moi, avec ma vieille tenue d'équitation toute crottée. « Mère te cherche partout !» Je sais. Je tends la bride à Cordelia. « Ça ne t'ennuie pas de t'occuper du reste ?»« Je veux bien faire une exception aujourd'hui !» dit-elle en m'adressant un clin d'œil. Ce n'est pas la première fois que Cordelia fait des exceptions de ce genre. Brume était un cadeau de mon père, pas de la maîtresse de maison. Peu après, il a commencé à s'absenter de plus en plus, absorbé par ses voyages. Et Joyce a décrété que nous devions réduire nos dépenses relatives à l'écurie. Elle était déjà furieuse que mon père ne la laisse pas vendre la pouliche. Alors elle m'a fait comprendre que si je voulais la garder, je devrais m'en occuper moi-même. En même temps, mes 2 sœurs ont des étalons qu'elles ne montent presque jamais, mais il n'a jamais été question de réduire leurs dépenses à elles. « Merci, Cordelia », dis-je avant de me diriger vers le manoir. « Tu pues !» lance Laura en riant lorsque je m'approche d'elle. Elle va même jusqu'à se pincer le nez, cette chipie. « Tu es sûre que ce n'est pas toi qui sens comme ça ?» Je rétorque avec un sourire espiègle. « Je doute que tu aies eu le temps de prendre un bain ce matin. »« Au contraire, je suis fraîche comme une rose !» proclame Laura. « Une rose !» Je remue les doigts prête à la chatouiller. « Une rose qui pue des épines alors !» Je me jette sur elle et elle me repousse en riant de plus belle.
Arrête! Tu vas mettre de la boue sur ma jupe. Justement, je suis le monstre aux doigts de boue. Non, pitié! Hurle-t-elle entre deux gloussements. Ça suffit! La voix sévère d'Hélène interrompt ce bref moment de joie. Elle est plus jeune que moi, mais ça ne l'empêche pas de se comporter comme si elle était l'aînée. C'est la seule de nous trois à avoir une once de pouvoir. La préférée de mère. « Viens, Laura !» ordonne-t-elle à notre jeune sœur. Cette dernière nous regarde tour à tour avant de céder à l'appel du bras droit de Joyce. « Il faut vraiment que tu arrêtes de te comporter comme ça !» la gronde Hélène. « Mais non! Fini les gamineries! Tu veux devenir une vraie dame, oui ou non? Oui, mais... Alors, tâche de te comporter comme telle. » Les courts cheveux blonds d'Hélène cachent la moitié de son visage. Elle a toujours été choyée, pourtant elle se déplace comme une espionne, rôdant dans les ombres et dans mes cauchemars. Un jour, Laura risque de devenir comme elle. La douce fillette que je connais finira sans doute écrasée sous les talons de Joyce et d'Hélène. « Qu'est-ce que tu veux, Hélène ?» je lance pour détourner son attention de la pauvre Laura. « Oh, j'étais simplement venue te porter un message. » Le sourire d'Hélène est celui d'une vipère, le même que celui de sa mère. Ce sourire, Laura finira par l'apprendre elle aussi. Il y a très peu de choses que j'apprécie dans le fait que mon père se soit remarié après la mort de ma vraie mère. Mais je suis heureuse de savoir que je n'ai pas une goutte de sang en commun avec la femme qui m'a élevée. « Joyce veut que tu passes la serpillière dans l'entrée avant l'arrivée de nos invités. » Une brusque odeur de fumée assaille mes narines, mais je me retiens de me frotter le nez. Cela m'arrive chaque fois que quelqu'un ment devant moi. Quand j'ai essayé d'expliquer cette sensation, petite, je me suis retrouvée enfermée à clé dans ma chambre. Alors depuis, je ne parle plus de ce don précieux qui m'a aidée à survivre. « Tu veux dire que je dois me priver de ta délicieuse compagnie? Quel dommage !» Je m'apprête à rentrer dans le manoir, mais Hélène me rattrape par le bras. « Ne va pas t'imaginer que tu vaux brusquement mieux que nous, sous prétexte que tu vas te marier. Tu n'es qu'une sale bâtarde, et tu fais honte à notre famille. Tu vas épouser le seigneur d'un pauvre lopin de terre, et tu vas vivre le restant de tes jours dans l'obscurité pour laquelle on t'a si bien préparé. » Laura garde les yeux baissés. Fut un temps où elle m'aurait défendu, mais cette tendance a été écrasée. Sa joie, sa gentillesse. J'ai vu tout ça s'éteindre peu à peu, alors qu'elle devenait trop fatiguée et trop triste. « Je ne voudrais pas faire attendre mère, » dis-je en me dégageant. Elle peut dire ce qu'elle veut, j'ai le droit de profiter de ma victoire. Après tout, je suis la première à me marier, alors qu'Hélène attend désespérément son tour. Pour la première fois de sa vie, elle me voit obtenir quelque chose avant elle. L'ironie, c'est que je n'ai aucune envie d'obtenir la chose en question. J'entre dans le manoir et, au détour d'un petit couloir, je débouche dans l'entrée. Des fleurs fanées pendent tristement par-dessus le bord de vases fêlés et diffusent un parfum douceâtre de décomposition. Les délicates fresques du plafond sont noircies par des années de bougies. Un jour, avant l'incident sur le toit, Joyce a essayé de me faire monter sur une pauvre échelle toute bancale pour m'envoyer nettoyer la suie. Mon père venait de partir à la tête d'un chargement, et je suis presque sûre qu'elle cherchait à me tuer. « Puisque tu continues à grignoter nos ressources à ton âge, la moindre des choses, c'est que tu nous aides à entretenir cette demeure. Tu as des mains d'homme, mais la productivité d'une enfant. » De fait, je n'étais encore qu'une enfant. Mais je passais déjà le plus clair de mon temps à réparer et retaper cette relique d'un faste révolu.
Encore une chose qui m'amuse presque dans cette triste farce, elles s'apprêtent à perdre leur plus précieuse servante. Pourtant, cette pensée sinistre traverse mon esprit sans s'y attarder. Je garde quelques vagues souvenirs de l'époque où cet endroit était encore chaleureux, des souvenirs d'elle, ma vraie mère, cette femme mystérieuse que mon père avait rencontrée lors de ses voyages et qu'il avait ramenée chez lui, contrairement à toutes les attentes qui pesaient sur un jeune seigneur comme lui. Je me souviens de ses fenêtres crasseuses à l'époque où elle laissait encore passer les rayons du soleil. En plissant les paupières, j'arrive presque à me rappeler son visage penché au-dessus de moi, un arc-en-ciel de couleurs dans son dos. Elle me sourit avec une joie et un amour infinis, tout en me chantant une de ces chansons qui restent imprimées dans mon cœur. Je sais que ces murs résonnaient autrefois de rire et de musique, et que j'ai été comblée de bonheur. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que c'était vrai. « Qu'est-ce que tu fabriques, enfin ?» Je lève les yeux vers la mezzanine, où se tient la seule mère que j'ai connue, la femme qui m'a élevée. Elle s'engage dans l'escalier avec un froissement de velours rouge sang. Ses cheveux blonds sont relevés sous un diadème qui lui donne l'air d'une princesse. Son ambition de toujours. Ces hommes vont arriver d'un instant à l'autre, et toi, tu restes planté là? Et puis, on dirait que tu t'es roulé dans du crottin. Mes vêtements ne sont pas aussi sales que ça, mais je ne réponds rien. J'allais justement me changer. Je ne parle même pas du mensonge d'Hélène. Je me demande si ça les contrarie que je refuse de tomber dans le piège. Bon, alors, vas-y. Je dois m'occuper de nos prétendants. Elle croise les mains devant elle. Ses ongles sont vernis de la même couleur que sa robe. Tâche de te décrasser du mieux que tu pourras. Sinon, cet homme risque de comprendre ce qu'il s'apprête à épouser et de s'enfuir avant même d'avoir signé le contrat. Ce qui, et pas qui. J'ai toujours été son sale monstre. Je vais faire de mon mieux. Bon. Joyce remue les épaules avant de se redresser. Et comme chaque fois qu'elle fait ça, j'ai l'impression de voir un gros oiseau froisser ses plumes. Avec un peu de chance, tu seras marié avant le coucher du soleil. Marié? Pas fiancé? Je savais qu'il y avait des négociations en cours, mais je pensais avoir encore un peu de temps. J'espérais pouvoir rencontrer cet homme avant de l'épouser et trouver un moyen de tout gâcher. Nous en avons déjà parlé à maintes reprises, voyons. Il ne me semble pas, non? Nous n'en avons jamais parlé. Je le sais pertinemment. Pourtant, ma certitude se fissure face à son soupir exaspéré. C'est encore ta mémoire qui te joue des tours. Heureusement que je suis là pour t'aider. Joyce me décoche son sourire de vipère et pose une main sur mon épaule. Fut un temps où je croyais à ce mensonge. Alors tu vas être bien gentil et tu vas éviter de nous faire un de tes caprices, d'accord? Capricieuse, trop sensible. Elle me traite sans arrêt comme si j'étais sur le point d'exploser et de devenir une vraie furie. Alors que je n'ai jamais rien fait de tel. Du moins, pas que je sache. Oui, je serai gentille, je m'entends dire. C'est une réponse instinctive, une façon de me protéger. Ce n'est pas vraiment moi. Parfait, lance-t-elle. Elle part d'un côté et je regagne ma chambre. Les appartements réservés à la famille se trouvent au premier étage du manoir. Et j'y habitais à une époque. Puis, pendant l'un des nombreux voyages de mon père, Hélène a soudain eu besoin d'une pièce entière où établir son atelier de peinture. Or, justement, c'était dans ma chambre que la lumière était la meilleure. « C'est ici que tu vis maintenant !» J'entends encore la voix de Joyce, tandis que je m'arrête sur le seuil du couloir sombre. J'allume un bout de chandelle que j'ai piqué hier
en remplaçant celle de mes sœurs. La flamme éclaire le plâtre fissuré des murs, la pierre friable qui révèle la triste histoire de ce manoir. Il y a trop de travail et pas assez d'argent pour tout réparer. Je fais de mon mieux pour honorer le souvenir de ma mère, et pour que, si père revient un jour, il ait encore un foyer digne de ce nom. Mais Joyce ne se préoccupe que de ses appartements et des pièces d'apparat. Il y a toujours assez d'argent pour ça, et pour la façade. Quant au reste, elle n'hésiterait pas à tout brûler. Mon lit occupe tout le fond de la petite pièce au bout du couloir. Mes oreillers et couvertures sont encadrés par 3 des murs. Ma vieille bibliothèque, elle aussi beaucoup trop grande, est désormais presque vide, et les seuls objets qui en meublent les étagères sont de nature purement pratique. Mon seul trésor, mon luth, est appuyé à côté. Je vais pour m'en saisir, mais je me ravise aussitôt. On va m'entendre si je commence à jouer maintenant. Je suis persuadée qu'Hélène a entraîné son ouïe exprès, comme un chien. Elle ne manque jamais de protester chaque fois qu'elle doit endurer la moindre note de ma musique. En revanche, Laura vient parfois m'écouter. Ça va me manquer. Ces soirées où elle trouvait le courage de descendre me rejoindre et où elle fredonnait en même temps que moi. Cela fait des années que personne d'autre ne m'a entendu jouer. Je soupire et me tourne vers l'armoire. Je suis surprise d'y trouver une belle robe, qui n'est pas réellement nouvelle. Je la reconnais, la tenue qu'Hélène a portée au bal de printemps il y a 2 ans de ça. Elle ne l'a jamais remise depuis, alors le satin en est encore impeccable. Je caresse doucement le tissu soyeux, si différent de mes vêtements habituels. Le col haut cachera les cicatrices de mon dos, sans doute la raison pour laquelle elles ont choisi cette robe-ci. Pour une fois, j'ose utiliser la salle de bain de l'étage. C'est un minuscule acte de rébellion, mais je le savoure encore plus que l'eau chaude qui me picote la peau. C'est moi qui, chaque jour, fais chauffer l'eau et la monte pour les bains des 3 autres. En général, une fois que j'ai terminé, je suis trop fatiguée et je me lave à l'eau froide. Lorsque je suis propre, je m'enhardis à fouiller parmi les cosmétiques d'Hélène. J'y trouve une poudre rose qui accentue le gris orageux de mes yeux. Et pour mes lèvres, un rouge foncé qui fait ressortir les reflets auburn de mes cheveux. Je me sens comme neuve en ressortant. J'ai brossé mes cheveux et j'en ai relevé les longues boucles en cascade dont même Joyce serait fière. Je me demande si je me serais habillée et coiffée comme ça chaque jour si mon père n'avait jamais épousé cette femme. Joyce était veuve quand ils se sont rencontrés. En apparence, c'était l'union parfaite. Ils avaient une fille chacun, Hélène et moi, et ils venaient du même milieu. Joyce avait hérité une jolie fortune de son mari, sous la forme de mines d'argent situées au nord du continent. Or, ces mines, seuls les navires marchands de mon père savaient y accéder. J'ai vite vu clair dans le jeu de Joyce. Mais mon père est resté aveugle jusqu'au bout, jusqu'à son dernier départ. Il était amoureux d'elle. Il aimait raconter qu'elle l'avait sauvé du désespoir dans lequel il était tombé après la mort de ma mère. Puis Laura est arrivée, la prunelle de leurs yeux et de leur propre aveu, la glu qui consolidait notre petite famille bancale. Je me dirige vers mon ancienne chambre en avançant à pas de loup, là où le parquet grince. Les fenêtres donnent sur l'allée de gravier qui mène à la route de la ville. Il y a déjà 3 carrosses arrêtées le long de la façade. Je vois un homme en chapeau haute forme sortir du manoir et échanger quelques mots avec son cocher avant de monter en voiture et de repartir. Je me demande ce que ça lui fait d'épouser une femme qu'il n'a jamais vue. Clairement, ça ne lui pose pas de problème de venir conclure ce marché. À moins que nous nous soyons déjà rencontrés. Je vais peut-être devoir épouser quelqu'un que j'ai croisé en ville ou à un bal. Je frémis en repensant au comte Graveston et au regard libidineux qu'il nous jetait à mes sœurs et à moi lors de nos toutes premières saisons. J'espère que ce n'est pas lui.
et qu'il ne viendra pas non plus demander la main de mes sœurs. Même à Hélène, je ne lui souhaite pas ça. Je ressors de son atelier avant qu'on m'y surprenne. Au lieu d'emprunter l'escalier principal, je descends celui de service qui court entre les chambres et la muraille extérieure pour mener directement aux cuisines. De là, je me faufile par d'autres couloirs cachés. Elles ne s'en sont jamais rendues compte, mais en me forçant à devenir leur servante, ma mère et ma sœur m'ont donné l'occasion d'apprendre à connaître tous les passages secrets de cette vieille demeure délabrée. La cloison du petit salon voisin de l'étude de mon père coulisse sans bruit. Je traverse la pièce, en prenant soin de marcher sur le tapis qui étouffe le bruit de mes pas, et je vais coller une oreille contre le mur. Ce dernier est assez fin pour que j'entende leur conversation si je retiens mon souffle. Et sa dot consiste en l'intégralité des navires qui couvrent l'itinéraire nord de l'Applegate Trading Company, dit Joyce. Je me mords la lèvre. Il n'y a plus de navires qui couvrent l'itinéraire nord. Les eaux y sont si dangereuses, et mon père employait l'une des rares capitaines capables de s'y aventurer. C'était une femme remarquable. Je ne l'ai rencontrée qu'une fois, mais j'étais complètement fascinée par notre conversation. Elle n'avait qu'1 an de plus que moi et était déjà capitaine depuis 2 ans. C'était peut-être sa folle jeunesse qui l'a poussée à traverser ces eaux dont même de vieux marins endurcis n'osaient pas s'approcher pour atteindre une rare veine d'argent. Mais même sa chance a tourné. Comme ça finit toujours par arriver. Elle a sombré avec son navire et avec mon père. Jusqu'ici, j'ignorais que Joyce n'avait pas répandu la nouvelle de la disparition de mon père. Elle cherche à diriger l'Applegate Trading Company. Je serre les poings. Tant que mon père est absent, mais que son décès n'a pas été déclaré, elle peut prendre les rênes de la compagnie sans que personne ne pose de questions gênantes. Voilà qui est très intéressant, commente une voix marquée par l'âge. J'espère que ce n'est pas si intéressant que ça, parce que si il m'épouse pour ses navires, c'est moi qui souffrirai lorsqu'il découvrira qu'il n'existe pas. Joyce a sans doute préparé un mensonge au cas où. Je l'imagine bien raconter que les bateaux ont fait naufrage, juste après le mariage, par exemple. Du calme, voyons. Personne n'est à l'abri d'un mauvais coup du sort. N'est-ce pas ? Reprend Joyce. Je me rends bien compte que c'est un peu inhabituel. Normalement, la mariée apporterait sa dot, mais je suis une femme d'affaires avisée. Je connais la valeur de ma fille et de ce que je vous propose. Je demande donc de tous ces prétendants qu'ils m'exposent ce qu'ils sont prêts à m'offrir pour obtenir le privilège de sa main. Une longue pause s'ensuit. Mon maître n'a que faire d'une flotte marchande, lance enfin la voix fatiguée du vieil homme. Vous pouvez garder vos navires. Son maître ? Ce n'est donc pas cet homme que je vais devoir épouser ? Quel genre d'individu enverrait un serviteur pour négocier les termes de son mariage ? Je ne m'attendais pas à rencontrer l'amour, mais j'espérais au moins un peu de dignité. Si mon futur époux ne se donne même pas la peine de se présenter en personne, comment va-t-il me traiter une fois que je serai à sa merci ? Dans ce cas, que voudrait votre maître en guise de dot ? Joyce paraît éberluée que cet homme refuse ses bateaux, mais je devine qu'elle est ravie au léger tremblement de sa voix. Mon maître collectionne toutes sortes de curiosités. Et il a entendu dire que vous étiez en possession d'un certain tome qu'il convoite depuis longtemps. Vous voulez dire un livre ? Lance Joyce interloquée. Oh, je vois qui est votre maître. Je sais que Kovolt a toujours refusé de lui vendre ce livre, mais, comme vous pouvez le constater, je suis beaucoup mieux disposée pour les affaires. Le livre ? Il ne parle quand même pas du volume auquel je pense. Quand Joyce est entrée dans notre vie, elle a exigé que le manoir soit débarrassé de tous les souvenirs de ma mère. J'ai protesté, naturellement, mais mon père m'a expliqué que c'était tout naturel
qu'un nouvel amour ne pouvait pas éclore à l'ombre du précédent. Un soir, je suis allée le trouver en larmes. J'étais inconsolable, et je l'ai supplié de sauvegarder au moins quelque chose, juste une babiole. J'avais déjà oublié à quoi ressemblait ma mère, et je ne voulais pas perdre davantage d'elle. C'est ce jour-là qu'il m'a montré le livre. Un drôle de petit volume, très vieux. Les lettres, estampillées sur la couverture de cuir, étaient déjà presque entièrement effacées par le temps. Le seul motif qui restait visible se trouvait sur la tranche. Une étoile à 8 branches au-dessus d'une arête montagneuse. À l'intérieur, les pages délavées étaient uniquement peuplées de quelques rares fantômes d'encre. Mon père m'a dit que c'était la chose à laquelle ma mère tenait plus que tout, un objet qu'elle voulait que je garde en sécurité, mon héritage. Il m'a promis de me le donner une fois que je serai adulte, mais en même temps, il m'a fait jurer de ne parler à personne de l'importance de ce titre, sans doute pour éviter que Joyce ne le détruise comme tout le reste. Quelques années plus tard, inquiète à l'idée que Joyce découvre l'existence de ce livre, j'ai demandé à mon père de me le donner. Je ne voulais pas attendre davantage. Je lui ai promis de le cacher, mais il m'a répondu que je n'étais pas prête, et il m'a donné le luth à la place, en m'assurant que c'était l'instrument sur lequel ma mère me jouait ses berceuses. « C'était ce qu'espérait mon maître, en effet, » reprend le vieil homme. « Il m'a donné la permission de vous faire la proposition suivante. Il s'engage à épouser cette jeune femme et à s'occuper d'elle jusqu'à ce que l'un d'eux quitte ce plan d'existence mortelle. Elle ne manquera jamais de rien. Il demande pour seule dot le livre dont nous avons parlé. Par ailleurs, pour gage de sa bonne foi, il vous versera 4000 pièces d'or une fois le contrat de mariage signé. » Mon sort est scellé. 4000 pièces d'or, c'est plus que la valeur de ce manoir. C'est l'équivalent d'une année entière de revenus à l'époque où la société de mon père était à son apogée. Je me laisse glisser le long du mur, accablée par l'idée que cet homme mystérieux, qui ne s'est même pas donné la peine de venir en personne, devienne bientôt mon époux. C'est très généreux de sa part. La voix de Joyce tremble légèrement. Elle a sûrement l'eau à la bouche. Je vais rédiger les documents nécessaires à la conclusion de ce marché et nous pourrons les signer demain quand votre maître sera en mesure de se déplacer. Inutile d'attendre. Oh ? Comme je vous le disais, mon maître m'a donné l'autorité de prendre ses décisions en son nom. Il m'a également confié son sceau afin que je puisse signer à sa place. Bon, très bien. J'entends vaguement des bruits de papier qu'on remue et des remarques sur la formulation exacte du contrat, mais je n'écoute plus. Adossée au mur, je lutte pour recouvrer mon souffle. J'ai les mains qui tremblent. Et le monde tourne autour de moi. Je savais que ça finirait par arriver. Je le savais. Et pourtant, tout s'est passé si vite. J'espérais avoir un peu plus de temps. Et voilà, déclare Joyce. Elle vient sans doute de signer mon nom à ma place. Parfait. Dites à votre fille de rassembler ses affaires pendant que vous allez chercher le livre. Les chaises raclent le parquet. Nous partons dans 1 heure. Le mal est fait. Je suis mariée et je vais devoir quitter le seul foyer que je n'ai jamais connu, pour un homme dont je n'ai même pas entendu le nom. Chapitre 2. Le mystérieux seigneur Fenwood. Laura s'appuie contre le chambranle de ma porte tandis que j'emballe mes maigres possessions. La nouvelle s'est vite répandue, comme je m'y attendais. Après tout, il n'y a que 5 personnes dans ce manoir. « Je ne me souviens pas l'avoir aperçue à un bal ou en ville, » poursuit-elle. « Je crois que c'est une sorte d'ermite, » lance Hélène, qui se tient à côté de sa sœur. Elle ne vient presque jamais dans ma chambre
et sa présence est à la fois étrange et malvenue. Je ne l'ai jamais vu non plus, mais j'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il vit au nord de la ville et que sa propriété se trouve tout au bord de la forêt. Ah, c'est lui? Le sorcier dont parlent souvent les gens de la ville? Laura se tourne vers moi en frappant dans ses mains, comme si c'était la meilleure nouvelle de l'année. S'il t'apprend des tours de magie, tu me les montreras? Il ne va pas m'apprendre de tours de magie, dis-je. Pourtant, l'optimisme de ma petite sœur parviendrait presque à me faire sourire, du moins jusqu'à ce qu'Hélène s'en mêle et piétine toute trace de joie. De toute façon, si elle essayait, elle se ferait consumer. J'ai entendu dire que les sorciers se nourrissent exclusivement du sang de jeunes vierges fraîchement égorgées et qu'ils dansent avec les fées au clair de lune. S'ils se nourrissaient exclusivement du sang de jeunes vierges fraîchement égorgées, il n'y aurait plus de femmes au village. Je rétorque, en levant les yeux au ciel. En même temps, j'éprouve un léger malaise de constater qu'elles n'ont rien de concret à me révéler sur mon nouveau mari. Elles passent tellement de temps dans la haute société de la région que, si elles ne le connaissent pas, alors personne ne le connaît. J'espérais au moins récolter quelques indices quant à ce qui m'attend. Et puis, personne ne danse au clair de lune avec les fées, j'ajoute. Quiconque s'en approche meurt presque sur le champ. Si tant est que les fées existent vraiment. Hélène ne croit pas aux légendes. Ayant grandi à l'intérieur du pays, près des mines de sa mère et loin des bois magiques, elle a l'esprit trop pratique. Elle se moque de Laura et moi, avec nos superstitions. Pourtant, elle refuse catégoriquement de mettre un pied dans la forêt. Je pense plutôt que c'est un vieil ermite tout rabougri qui veut s'acheter une femme toute fraîche. Moi, je suis sûre que c'est quelqu'un de merveilleux, intervient Laura. Et puis, on viendra bientôt te rendre visite. Mère a dit qu'elle allait acheter un nouveau carrosse, embaucher un cocher et 3 valets pour le manoir. Et encore, ce n'est que le début. Il faudra que tu reviennes pour voir tout ce que ton mariage nous aura rapporté. Laura cherche à me rassurer. Elle ne se rend pas compte que ses paroles me plantent une dague dans le cœur. Je ne vaux pas mieux qu'une vache laitière, mais au moins, je lui suis un peu utile. « Ça va nous changer la vie d'avoir de vrais serviteurs », lance Hélène en me jetant un regard lourd de reproches. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et même plus. Quand Joyce et Hélène ont emménagé avec nous, je les ai accueillis comme ma propre famille. Je me suis employée à faire ce qu'elles me demandaient, exactement comme elles le voulaient, parce que je voulais être une fille exemplaire. Le temps que je comprenne qu'elle m'avait peu à peu réduite en servitude, il était trop tard pour changer ses habitudes. Puis, Joyce a encouragé mon père à multiplier ses voyages, et après l'incident du toit, je n'ai plus jamais osé les contredire. « Je suis sûre que vous allez être très heureuses ici toutes les deux, » dis-je. « Jusqu'à ce qu'on se marie à notre tour, » reprend Laura. Elle est impatiente d'épouser quelque charmant seigneur et, étant de loin la plus jeune et la plus jolie, elle n'aura que l'embarras du choix. « Allons, Catria, tu ne voudrais pas faire attendre ton nouvel époux ?» Joyce surgit derrière ses filles et jette un coup d'œil à la malle qu'elle m'a donnée. « Ah, parfait! Il me semblait bien que tu pourrais faire tenir toutes tes affaires dans ce petit coffre. » Elle survole ma chambre d'un regard dédaigneux. Cette pièce exiguë et sombre dans laquelle elle m'a reléguée pour mieux m'écraser. Je me fais aussitôt le serment de ne plus jamais me laisser diminuer de la sorte. Ni par mon nouveau mari, ni par qui que ce soit d'autre. À partir de maintenant, je mettrai toutes mes forces à avancer tête haute. « Allons-y », dis-je en passant mon luth sur mon dos et en saisissant la malle. Nous sortons sous la véranda qui longe la façade du manoir. C'est alors que j'aperçois pour la première fois le majordome qui a négocié mon avenir. Il est grand et mince, quoique un peu voûté, avec de petits yeux noirs vitreux et des cheveux gris coiffés en arrière. Ses vêtements sont d'excellente qualité, sans être ostentatoires, le genre de richesse qui se contente de murmurer tranquillement au lieu de se crier sur les toits. Joyce se ferait bien d'en tirer quelques leçons.
Vous devez être Dame Catria. Il s'incline, puis se tourne vers Joyce et désigne le coffre posé à ses pieds. Voici les 4000 pièces d'or, comme convenu. Et comme vous l'avez compris, voici Catria, et voici sa dot, dit Joyce, en lui tendant un petit paquet enveloppé de soie. Le majordome déballe le livre, l'examine, puis le remballe soigneusement. Je tremble littéralement du désir de le lui arracher des mains. « Parfait, tout est en ordre, » déclare-t-il. « Dame Catria, si vous voulez bien me suivre. » Je suis déjà dans l'escalier qui descend de la véranda à l'allée de gravier quand je me rends compte que c'est peut-être la dernière fois que je pose les pieds sur ces marches. J'ignore si j'aurai envie un jour de revoir cette demeure ou les gens qui l'habitent. Je me retourne pour les regarder et lève les yeux vers les fresques du plafond usées mais magnifiques. Ta mère n'était pas destinée à vivre ici très longtemps, me répétait souvent mon père. Je ne fais peut-être qu'accomplir ma destinée en quittant ces lieux un peu trop tard. J'ai presque atteint le carrosse quand un bruit de sabots attire mon attention. Cordella sort des écuries en tenant la bride de Brume. « Mademoiselle ! J'ai pensé que vous ne voudriez pas partir sans cette petite beauté. » Je pousse un soupir de soulagement. Tout s'est passé si vite, je me demande ce que j'ai oublié d'autre ou ce que j'espérais ne pas avoir à régler. « Cordella !» La voix de Joyce fend l'air comme un coup de fouet. « Ramenez ces bêtes aux écuries !»« Quoi ? Mais Brume m'appartient. » Je suis sûre que ton mari sera ravi de t'offrir une nouvelle monture bien meilleure que celle-ci, en guise de cadeau de mariage. Il serait égoïste de ta part de lui refuser ce plaisir, gronde Joyce. Je ne veux pas. C'est Brume que je veux. Je me tourne vers le majordome. Brume est une excellente jument. Elle me connaît depuis le jour de sa naissance. Cela ne poserait pas de problème de l'emmener, si ? Il y a largement la place dans les écuries de mon maître, répond l'homme. Joyce secoue la tête en se plaquant une main sur la bouche. « Je n'en reviens pas. Je t'ai pourtant élevé mieux que ça. » Je pince les lèvres. J'ai depuis longtemps compris qu'il valait mieux se taire quand elle se met dans cet état. « Tu n'hésiterais pas à manquer de respect à ton nouvel époux et d'un même geste à priver ta famille, tout ça pour un stupide cheval. » Un stupide cheval ? Tu viens justement de prouver que personne ici ne se préoccupe de Brume. Il est très inconvenant pour une jeune dame de ton rang de crier comme ça, Catria, rétorque Joyce d'une voix soudain très douce. Cordella, ramenez ce cheval à l'écurie, je vous prie. Cordella me jette un coup d'œil, mais je sais déjà qu'elle n'osera pas désobéir à Joyce. Elle fait demi-tour. Non, reviens, s'il te plaît, je plaide en lui courant après. Catria! La voix de Joyce me cingle et me cloue sur place. Tu te ridiculises à t'emporter pour rien. Je voudrais lui hurler ma colère. Elle possède les restes de l'entreprise de mon père. Elle a obtenu ses 4000 pièces d'or. Elle pourrait se payer tout un troupeau avec ça. Laissez-moi au moins Brume. Je plaide intérieurement. Pourtant, je ne dis rien. Parce que comme ma jument, j'ai été bien dressée, soumise à la bride que ma marâtre m'a fourrée entre les dents il y a des années de cela. Soudain, je sursaute quand quelque chose me touche doucement l'épaule. C'est le majordome qui s'est approché de moi. Il me regarde d'un air étonnamment doux et compatissant. « Je ferai en sorte que mon maître vous procure un nouveau cheval. » Elle ne manquera jamais de rien. C'est la promesse qu'il a rapportée à Joyce. Je pourrais demander tout ce que je veux sans que ça ne signifie quoi que ce soit. C'est de la générosité creuse de la part de ces hommes qui se préoccupent plus d'un livre que de moi. Je m'écarte brusquement. Je ne veux pas de ces chevaux. Je ne veux pas non plus de sa pitié ou de sa gentillesse contractuelle. Je ne veux rien qui ressemble à de l'intimité dans ce mariage. Jamais contente, celle-là, chuchote Joyce assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu vas te calmer et tâcher de te comporter gracieusement. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre à toi.
Elle dit ça comme si j'avais choisi ce qui m'arrive, comme si je l'avais voulu. Je lui jette un regard noir avant de monter dans le carrosse. Laura se précipite vers moi, tandis que le majordome prend place sur la banquette du cocher. « Laura !» hurle Joyce d'une voix stridente. Elle est clairement sur le point de craquer. « Retourne auprès de ta mère. » Je souffle. Je frémis d'imaginer les réprimandes qui la guettent, mais elle n'écoute ni sa mère, ni moi. Elle retient la portière avant que j'aie pu la refermer. « Tu vas me manquer, Catria !» lance-t-elle, les larmes aux yeux. Ma petite sœur, elle a à peine 14 ans et elle est encore toute pure et toute douce. « C'était grâce à toi que cet endroit était supportable. » « Non, c'était grâce à toi, ma puce. » Je la serre dans mes bras. Le majordome ne dit rien. Il nous laisse tout le temps qu'il nous faut. Ne les laisse pas te rendre dure, Laura. Ta gentillesse est précieuse. Tâche de la préserver jusqu'à ce que tu puisses t'échapper. Toi non plus, ne deviens pas trop dure. Elle s'écarte et je m'abstiens de lui dire que dans mon cas, le mal est fait depuis longtemps. Je vais m'occuper de Brume, je te le promets. Cordella va m'apprendre. Comme ça, la prochaine fois que tu viendras, tu pourras peut-être l'emmener. Je vais en discuter avec mère. Non, ne va pas provoquer sa colère. Ça n'en vaut pas la peine. Je replace doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Allez, va rejoindre ta mère avant qu'elle ne vienne t'attraper. Je la repousse gentiment et ferme la portière. Joyce fait rentrer Laura dans le manoir en lui aboyant quelques remarques acerbes. Le carrosse s'ébranle et très vite, je les perds de vue. Laura peut dire ce qu'elle veut. Je doute revenir ici un jour. Hélène a dit que le seigneur Fenwood vivait au nord de la ville. Dans ma tête, ça signifiait un peu au nord, de même que notre manoir est un peu au sud. Or, il se trouve qu'il habite beaucoup plus loin que ça. La journée touche à sa fin lorsque nous atteignons ce qui va devenir ma nouvelle demeure. Le premier indice que nous approchons, c'est un mur de pierre qui doit bien faire 2 fois ma taille. Depuis ce matin, je voyais surtout des collines et à ma droite l'éternelle forêt. Il y a 1 heure de ça, nous avons bifurqué pour emprunter une petite route envahie par les herbes qui semblent vouloir rejoindre l'orée du bois. Le mur surgit d'entre les arbres comme les vestiges d'un ancien château. Des lianes grimpent le long du portail en fer forgé, émaillé de petites fleurs blanches qui parfument l'air. La grille se referme derrière nous avec un claquement solennel sans que j'arrive à savoir qui ou ce qui a pu l'actionner. Ce son résonne en moi, sans appel, comme un rideau qui tombe à la fin d'un spectacle. Nous avançons le long d'une petite route qui serpente entre une haie et de jeunes arbres. On dirait une version miniature des bois ancestraux, sans l'atmosphère oppressante qui émane de la vraie forêt. Au loin, j'aperçois un cerf dresser fièrement la tête. Ces bois sont majestueux, et je sais que de nombreux nobles seraient prêts à tuer, littéralement, pour en décorer leurs murs. Je me demande ce que ça révèle au sujet du seigneur Fenwood, qu'il laisse cet animal vivre en paix sur ces terres. Après la végétation se trouve une petite place circulaire recouverte de gravier, et le carrosse s'arrête. Le majordome vient ouvrir la portière et m'aide à descendre. Pour la première fois, j'aperçois le manoir du seigneur Fenwood. Il forme un arc de cercle autour de la petite place, avec ses 2 ailes qui se déploient de part et d'autre d'une tour centrale. C'est le château que promettait le mur d'enceinte. Le mortier qui scelle les pierres est vieux, mais bien entretenu. J'ai l'œil pour ce genre de choses après avoir passé des années à réparer le manoir de mon père du mieux que je pouvais. Le chaume du toit a l'air frais aussi. Je ne vois rien de menaçant, pourtant j'ai la chair de poule. L'atmosphère me paraît chargée. Le manoir se trouve au pied de la forêt où mon père m'a fait jurer petite de ne jamais mettre les pieds. Je sursaute violemment quand le majordome sort mon coffre et le pose lourdement sur le gravier. Méfie-toi des bois, Catria. Ne t'y aventure jamais. Promets-moi, sur la vie de ta mère, que tu n'y mettras jamais les pieds. C'était son dernier vœu avant de mourir, t'épargner ces horreurs. Toutes mes excuses, dame Catria, dit le majordome, me tirant de mes pensées. Je vous en prie. Je passe mon luth à mon épaule
Rien de ce qui m'arrive n'est la faute de cet homme, et j'aurai tout intérêt à me faire des alliés si je peux. Et puis, appelez-moi Catria, s'il vous plaît. Entendu, Catria. Et vous? Comment vous appelez-vous? Il paraît surpris que je lui pose cette question et réfléchit beaucoup trop longtemps à mon goût. Oren, dit-il enfin. Enchanté, Oren. Venez, la nuit ne va pas tarder à tomber, et nous ferions mieux de vous installer avant le dîner. Il soulève la malle avec une aisance étonnante pour un homme de son âge et gravit les 3 marches qui mènent à l'entrée de la tour. Je franchis le seuil à sa suite et m'arrête, frappé par la beauté des lieux. Un grand escalier de bois s'élance vers la gauche, flanqué d'une rambarde aux motifs de lianes et de lys au réalisme saisissant. Les fenêtres, de part et d'autre de la porte, sont ornées de vitraux qui décrivent des paysages de montagne. J'effleure les contours métalliques qui séparent les couleurs, fasciné. « Tout va bien ?» demande Oren. « Oui, je n'avais encore jamais vu de vitraux ailleurs qu'à l'hôtel de ville. » L'art du verre s'est presque entièrement perdu. Rares sont ceux et celles qui le pratiquent encore. Et il se trouve surtout dans les grandes villes. Il se déplace rarement jusqu'à des lieux reculés comme celui-ci. Cette demeure doit être ancienne, et je m'émerveille que ces fenêtres aient survécu. Ou alors, le seigneur a les moyens de faire venir un artisan jusque chez lui. D'après ce que j'ai vu, la fortune de Fenwood dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est une rareté, en effet. Il me conduit à l'aile gauche avant de franchir la porte voûtée. Je tente de jeter un coup d'œil vers les hauteurs de la tour, mais je ne vois rien au-delà du premier palier. « Est-ce là que vit le maître du domaine ?» je demande. « Le seigneur Fenwood va et vient à sa guise, » répond le majordome, ce qui ne m'aide pas beaucoup. Je me demande où Fenwood peut bien se rendre. La moindre trace de civilisation se trouve à plus de 2 heures de route. C'est peut-être un chasseur qui a hérité d'une fortune inespérée et qui passe désormais ses journées à chercher le frisson en forêt. C'est une ravissante demeure, dis-je au lieu de lui faire remarquer qu'il ne m'a pas vraiment répondu. J'imagine mal pourquoi il ne voudrait pas passer plus de temps ici. Le majordome s'arrête au milieu du corridor. À notre gauche, des fenêtres donnent sur la petite cour circulaire, et à notre droite se trouve une rangée de portes. Le silence se prolonge et je commence à craindre de l'avoir offensé, même si je ne vois pas bien comment. « Il y a quelques règles que vous allez devoir observer, » dit-il enfin, tout en se remettant en marche. Je m'y attendais, mais je rassemble mon courage tout en lui emboîtant le pas. « La première, c'est que, si vous désirez quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me demander. Je tâcherai d'être aussi disponible que possible. Cependant, je suis le seul intendant de cette demeure. Alors, je suis très occupé. Je viendrai vous servir le dîner chaque soir, et la plupart du temps, je devrais pouvoir préparer votre petit déjeuner. Ces moments seraient donc les mieux choisis pour me faire part de vos requêtes. » C'est très généreux, merci. Il poursuit, comme s'il ne m'avait pas entendu. La deuxième règle, c'est que vous n'avez accès qu'à la partie de la propriété qui se trouve à l'avant du manoir, le long de la route par laquelle nous sommes arrivés. Vous n'avez pas le droit d'aller derrière et vous ne devez sous aucun prétexte vous rendre dans les bois. Aucun problème. Mon père m'imposait la même chose. Enfin, la troisième est la plus importante de toutes. Vous n'avez pas le droit de quitter cette aile du manoir une fois la nuit tombée, même si vous voyez ou entendez quelque chose. Je vous demande pardon ? Ces règles existent pour votre protection, dit-il en jetant un regard par-dessus son épaule. Nous sommes loin de la ville et près de la forêt. Les brumes sont plus épaisses par ici. Elles sont porteuses d'anciennes magies.
Il est dangereux pour les humains de s'aventurer dehors la nuit. J'essaie de puiser dans la bravoure d'Hélène. Vous ne parlez quand même pas des fées, si? Ce ne sont que des contes de vieilles femmes. Il glousse, comme si j'étais bien naïve, comme s'il avait déjà vu des fées de ses propres yeux. Bon, d'accord. Faites au moins attention aux bêtes sauvages qui rôdent. Tant que vous restez entre ces murs, vous êtes protégés. Mais là où ces murs s'arrêtent aussi la protection de mon maître. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris en effet. Mais je ne sais pas trop quoi penser de ces règles. Elles ne sont pas déraisonnables, et j'ai depuis longtemps abandonné l'idée d'aller dans la forêt. Je me demande quelle serait la réaction de mon père si par miracle, il revenait pour découvrir que Joyce m'a vendu en mariage et que ma nouvelle demeure se trouve aussi près des bois obscurs, au pied des montagnes infranchissables qui marquent la frontière de notre monde. Par ailleurs, je m'attendais à ce que mes libertés soient restreintes par ce mariage. Or, elles semblent s'être étendues. Tout compte fait, ça pourrait être bien pire. Nous nous arrêtons devant la toute dernière porte. Le majordome cherche à l'ouvrir, mais les gonds résistent avec un grincement strident. Il donne un coup d'épaule. « Toutes mes excuses, marmonne-t-il. Cette aile-ci ne sert pas souvent. Je vais réparer ça pendant que vous dînerez. Dites-moi où se trouvent les outils et je m'en chargerai. » Il paraît surpris. Ne vous fiez pas à ma jolie robe. J'ai plus l'habitude de porter des pantalons de toile que des jupes de satin. Mon maître a fait le serment que vous ne manqueriez jamais de rien. Il s'occupera de tout. Je vais réparer cette porte pendant que vous mangerez, insiste Oren presque à contre-cœur. Je me demande si mon maître le punirait s'il me laissait mettre la main à l'ouvrage. J'ai de plus en plus de questions sur mon mari et sa personnalité. Oren entre dans la pièce et dépose ma malle sur une banquette au pied d'un lit à baldaquin. Celui-ci se trouve en face d'une grande cheminée de pierre dans laquelle brûle déjà une belle flambée. Comme tout ce que j'ai vu de ce manoir, le mobilier est ravissant et très bien entretenu. Le dîner sera servi dans 1 heure. J'espère que ça ne vous dérange pas de manger tôt. Ça vous permettra de regagner vos appartements avant la tombée de la nuit. Au contraire, j'aime me coucher tôt pour me lever à l'aube, dis-je en souriant. Oren hoche la tête et ressort sans un mot. Ce n'est qu'une fois qu'il est parti que je me rends compte de 2 choses. J'ai oublié de lui demander quel genre de tenue je devais porter pour le dîner et si j'allais enfin rencontrer l'homme que je viens d'épouser. Chapitre 3. Le dîner a lieu dans une pièce située à l'arrière de la tour centrale qui tient plus de la véranda que de la salle à manger. Des arches en ogive encadrent d'immenses fenêtres qui donnent sur les bois à l'arrière de la propriété. J'ai l'impression d'être un papillon sous verre, transporté dans un environnement qui ne m'est pas naturel. Je suis en sécurité entre ces murs, mais seules de minces vitres me séparent des créatures monstrueuses qui rôdent dans cette forêt. Je m'approche des fenêtres tout au bout de la pièce et, à travers mon reflet, j'observe les arbres sombres. Ils paraissent plus vieux que chez moi. Aussitôt, je me corrige. C'est ici chez moi maintenant. « Est-ce que vous aimez le sanglier rôti et les légumes sauvages ?» demande Oren, en entrant par le côté, un plateau sur son épaule. « Oh, je ne suis pas difficile, » dis-je en souriant. J'ai passé trop de soirées avec pour seule compagnie les grondements de mon estomac vide. Je ne vais certainement pas me plaindre qu'on m'offre un repas chaud. « Tant mieux, » reprend Oren. « Le menu n'est pas toujours très varié par ici. » Il dépose les plats en bout de table. « Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de quoi manger à notre faim, au contraire. Mais nous devons nous contenter de ce que la forêt nous accorde et de ce que contient le cellier. » Je m'assieds. « Je serais ravie de vous aider à ramasser des plantes comestibles, vous savez. » Il me jette un regard outré. « Nous n'en sommes quand même pas réduits à fouiller dans la boue pour chercher des racines, voyons. » « Non, bien sûr.
Je ris pour cacher le fait que moi j'y ai souvent été réduite. C'est ça qui m'a poussée à me glisser dans la bibliothèque de mon père pour y trouver toutes sortes d'ouvrages sur la flore locale. Il se trouve simplement que j'adore les champignons sauvages et que j'aime beaucoup aller les cueillir. Il me sert du vin, puis de l'eau, de 2 carafes différentes. C'est noté. Mais ça ne changera rien. Je crois presque entendre le reste de ses pensées. Est-ce que le maître des lieux compte me rejoindre ? Non, il dîne dans ses appartements. Je pince les lèvres. Alors, vais-je le rencontrer après ? Il fera presque nuit. Il pourrait venir me rendre visite dans mon aile du manoir ? Voilà qui serait inconvenant. Je tousse un peu de vin. Inconvenant ? Je suis pourtant sa femme. Sur le papier, d'après les lois de ces terres, oui. Dans ce cas, j'estime qu'il est parfaitement acceptable que mon mari me rende visite dans mes appartements. Je repose mon verre d'une main tremblante et me félicite de ne rien renverser. Mon maître est très occupé. Occupé à quoi ? J'ai envie de demander. Voilà des heures que je m'évertue à faire preuve de bonne grâce, mais je n'ai toujours pas la moindre idée de qui est mon mari. J'ignore d'où il tient sa fortune, d'où il vient, ce qu'il veut, et pourquoi il avait tant besoin de ce livre qu'il était prêt à s'acheter une femme pour l'obtenir. Je vous prie de l'informer que son épouse lui serait très reconnaissante de bien vouloir venir passer quelques minutes en sa compagnie avant la tombée de la nuit. Je regarde le majordome droit dans les yeux, en articulant cette requête. « Je vais lui transmettre le message, » dit-il avant de repartir. Je mange seul, mais ça ne me gêne pas. La solitude ne m'est pas étrangère, au contraire. Au moins, je sais à quoi m'attendre et je suis en sécurité. Personne ne risque de me voler mon repas. Personne ne m'oblige à faire la conversation. Personne ne va me chasser de table pour m'envoyer faire la vaisselle. En un rien de temps, mon assiette est vide et mon ventre un peu gonflé. J'ai mangé trop vite et je n'ai pas l'habitude de plats aussi riches. Je me cale contre le dossier de ma chaise avec un soupir très peu gracieux, tout en me tapotant la panse. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu l'estomac aussi plein. Une fois de plus, je me dis que ça pourrait être pire. Mon mari semble se désintéresser de moi. Cela me convient beaucoup mieux qu'un homme qui exigerait que j'aille réchauffer son lit dès ce soir pour m'atteler à la tâche de lui fournir un héritier. Et puis, j'ai au moins autant de liberté, non plus, que j'en avais à la maison et personne pour venir m'embêter. Oren revient, interrompant mes réflexions. « Avez-vous terminé ?»« Oui, merci. »« Est-ce que c'était suffisant ?» demande-t-il en ramassant mon assiette. « Largement. » Je me redresse. « Félicitez le cuisinier ou la cuisinière de ma part, c'était délicieux. » Il hoche la tête, un sourire amusé aux lèvres. « Je n'y manquerai pas. » Des nouvelles de mon mari ? Le majordome soupire, et une fois de plus, il met beaucoup trop longtemps pour répondre à une question aussi simple. « Je suis sûr qu'il voudra bien vous accorder 5 ou 10 minutes. Je vais allumer un feu dans la cheminée de votre étude. Vous pourrez l'y attendre. » Il repart aussitôt en emportant la vaisselle. Je me lève et fais le tour de la table, soudain prise de regret. Peut-être que ma requête a fâché le seigneur Fenwood. Peut-être qu'il n'a aucune envie de me rencontrer et que, maintenant, je vais encourir sa colère. Brusquement, je m'arrête et secoue doucement la tête. Je suis mariée à cet homme et je vais devoir vivre ici. J'ai bien le droit de le rencontrer au moins une fois, de connaître son prénom. S'il préfère qu'on ne se croise jamais après ça, soit, mais j'estime qu'on devrait au moins se présenter. Je rassemble donc mon courage et tourne à droite en sortant de la salle à manger. À ma grande surprise, la deuxième porte de mon corridor est déjà ouverte, et une belle flambée ronfle dans l'âtre. Les murs sont occupés par de grandes bibliothèques presque vides. Il y a une petite table basse sur la droite, mais j'imagine qu'elle était placée entre les 2 fauteuils qui sont à présent dos à dos devant la cheminée. Quel drôle d'agencement. Je pense en m'approchant pour caresser le cuir d'un dossier. Je ne tarde pas à découvrir la raison de ce dispositif. Une voix déchire le silence et résonne jusqu'au creux de mon ventre. Grave,
comme le grondement d'un loup. J'ai aussitôt l'impression d'être une proie. « Sauve-toi !» me souffle mon instinct. « Cet endroit n'est pas fait pour toi, va-t'en !» « Ne vous retournez pas !» dit-il. Je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, par réflexe. Quand quelqu'un me parle, je regarde. Je n'avais pas l'intention de désobéir. Pas cette fois, en tout cas. J'ai dit « ne vous retournez pas !» Je me redresse. Je n'ai vu que votre épaule. Je suis désolée, je ne voulais pas. Oren vous a expliqué les règles, n'est-ce pas? Si, oui. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est grand et qu'il est adossé au mur juste à côté de la porte, comme s'il se doutait que j'essaierais de le regarder malgré son ordre. Alors, en voici une dernière, reprend-il. Vous ne devez sous aucun prétexte poser les yeux sur moi. Quoi? Je souffle. C'est au prix d'un immense effort que je me retiens de me retourner. Oren m'a informé que vous souhaitiez me rencontrer. Je veux bien accéder à votre requête, parce que tel est mon devoir, mais seulement si vous me promettez de ne jamais me regarder. Je comprends désormais pourquoi les fauteuils sont dos à dos. Je me demande s'il est horriblement défiguré, ou s'il est simplement d'une timidité maladive. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de le mettre mal à l'aise. Entendu, je vais prendre place dans le fauteuil qui fait face aux fenêtres. Je vous suis reconnaissante de m'accorder un peu de votre temps. Je l'entends s'approcher à grands pas, ce qui confirme sa haute taille, et il avance presque sans bruit, comme s'il cherchait à passer inaperçu, comme moi. Je l'imagine fin et léger, pas très musclé et à peine plus âgé que moi. Je guette son reflet dans les fenêtres, mais la pièce est mal éclairée, et je ne vois qu'une ombre floue s'approcher dans mon dos. Son fauteuil soupire doucement lorsqu'il y prend place. Mes cheveux se dressent sur ma nuque. Je n'ai jamais été aussi consciente de la présence de quelqu'un et je n'ai jamais éprouvé de tentation plus forte que celle de me retourner. « Bon, de quoi vouliez-vous parler ?» demande-t-il. « Oh, je voulais simplement vous rencontrer. Je trouvais ça un peu étrange que nous soyons mariés sans jamais nous... J'allais dire nous voir. Mais je me corrige à temps. Nous parler ? Vous m'avez épousée sans jamais m'avoir parlé. Qu'est-ce que ça change maintenant ? Je n'arrive pas à savoir si ce détail le blesse. Espérait-il que je supplierais de faire sa rencontre avant de signer le contrat ? Est-il seulement au courant que je n'étais même pas dans la pièce où mon avenir s'est décidé ? Nous allons passer le restant de notre vie ensemble, dis-je. J'aimerais faire en sorte que ce soit le plus agréable possible. Et il n'y a rien d'agréable là-dedans. Mon mari est de nature enjouée, on dirait. Je lève les yeux au ciel, bien contente qu'il ne puisse pas le voir. Vous avez une ravissante demeure, une fortune considérable. Personne pour vous donner des ordres. N'ayez pas la présomption de savoir qui je suis, rétorque-t-il sèchement. Je serais ravie d'apprendre à vous connaître si vous m'en donniez la chance. Je n'ai aucune envie que vous fassiez ma connaissance pour la simple raison que je n'ai pas envie de faire la vôtre. Ce mariage n'est qu'un contrat d'affaires. Vous êtes le fruit d'une négociation à laquelle j'ai dû me plier, rien de plus. Je referme le poing sur le devant de ma robe, comme pour me protéger d'une blessure physique. À quoi est-ce que je m'attendais, au juste ? Qu'est-ce que j'espérais ? Une folle romance ? Les histoires d'amour sucré que lisent les jeunes filles n'ont rien à voir avec la réalité de l'amour. J'ai bien vu le résultat entre Joyce et mon père. C'est ça, la triste vérité de l'amour. Et je n'ai aucune envie d'en faire l'expérience. Non, je ne voulais pas de l'amour de mon mari, mais j'avais osé espérer ne pas être un fardeau pour une fois. Bon, dis-je doucement. Y a-t-il autre chose ? Ou êtes-vous satisfaite ? Je suis satisfaite. Tant mieux. Je compte sur vous pour ne pas causer de problème pendant que vous serez ici. Respectez les règles et vous ne manquerez de rien tant que vous habiterez cette terre, ou que je l'habiterai moi. Nos chemins n'auront aucune raison de se croiser. Le fauteuil crisse quand il se relève. Ses pas s'éloignent. J'aimerais avoir autre chose à dire ou une idée un peu plus claire de ce que je veux.
Sauf que de toute ma vie, je n'ai jamais eu le droit de vouloir quoi que ce soit. Je me suis toujours entendu dire ce qui m'était autorisé ou pas. Je n'ai jamais développé la compétence qui consiste à faire ce genre de choix. Si je la possédais petite, elle s'est flétrie depuis longtemps. Je reste sans bouger pendant bien 10 minutes. Même une fois certaine qu'il est bien ressorti, je scrute les bois obscurs. La nuit est tombée et la lune n'est plus qu'un fin croissant. Alors il m'est presque impossible de distinguer les silhouettes sombres qui dessinent la forêt. Plus le temps passe, et plus j'ai l'impression étrange que quelque chose m'observe. Incapable de tolérer ce malaise plus longtemps, je me lève pour regagner ma chambre. Mais alors que je sors dans le corridor, un bruit de pas résonne dans l'entrée du manoir. Je tourne lentement la tête vers la porte qui y mène et, presque malgré moi, je m'en approche tout doucement pour y coller une oreille. J'entends des voix étouffées. Sans comprendre ce qu'elles disent, elles parlent une langue étrangère que je ne reconnais pas. Je me déplace jusqu'à une des fenêtres qui donne sur la place circulaire, mais celle-ci est déserte. Le carrosse qui m'a amenée ici ne s'y trouve plus. Qui est là? Qui d'autre habite ici? Oren m'a donné l'impression qu'il n'y avait que nous trois dans ce manoir. M'aurait-il menti? Et pourquoi? Respectez les règles et vous ne manquerez de rien, m'a dit le seigneur Fenwood. Et puis, Oren a été très clair. Je ne dois pas quitter mon aile de nuit, même si j'entends quelque chose. Ce que le maître des lieux fait de ses soirées ne me regarde pas. Bon, d'accord. Ça ne me gêne pas d'être une invitée plutôt qu'une épouse. Je retourne dans ma chambre et me prépare à me coucher. Le matelas et le duvet sont plus douillets que tout ce que j'ai connu auparavant. Et je ne tarde pas à sombrer dans un profond sommeil, dont je suis tirée 1 heure plus tard par des hurlements stridents. Chapitre 4. Je me redresse d'un bond en serrant le duvet contre moi comme si c'était une armure. Les cris cessent, aussi brusquement qu'ils ont commencé. Mais leur écho résonne à mes oreilles. J'ai le cœur qui bat à tout rompre et le souffle court. Je regarde la porte en me demandant si un bandit, ou pire, s'apprête à la défoncer pour venir me massacrer dans mon lit. Mais rien ne se passe. Il n'y a plus un bruit. Pas même une brise pour agiter les feuilles des arbres. Je n'entends même pas le concert habituel d'insectes nocturnes et de vieilles poutres qui craquent. J'ignore combien de temps je reste assise dans mon lit comme ça, mais je finis par avoir le dos parcouru de spasmes à force de me tenir aussi droite et rigide. Je pousse un long soupir pour tenter de relâcher un peu la tension, puis je rejette le duvet et me dirige vers la porte en attrapant un châle au passage. Je tends l'oreille. Toujours rien. J'ai beau savoir que c'est de la folie, j'entr'ouvre la porte et passe la tête dehors. Les faibles rayons gris de la lune valent à peine mieux qu'une pauvre bougie solitaire pour éclairer tout le corridor. Je ne vois personne. Je traverse le couloir en 2 enjambées et je vais me plaquer contre le mur à côté d'une des fenêtres qui donnent sur l'allée du manoir. J'y jette un coup d'œil, mais la petite place est déserte et les graviers semblent avoir été ratissés. Je file d'une fenêtre à l'autre, comme si, en m'attardant au clair de lune de cette nuit étrange, je risquais d'être prise pour cible. Enfin, arrivé à la porte qui mène à la tour centrale, je colle une oreille contre le battant. Je n'entends ni voix, ni mouvement, ni cri. Je pose une main tremblante sur la poignée. On m'a donné 4 règles très précises à ne pas enfreindre. Mais ça, c'était avant ce hurlement qui m'a glacé le sang. Et s'il s'agissait d'une attaque? Nous sommes peut-être en danger. J'appuie sur la poignée. Elle résiste. Je suis enfermée. Je recule, la gorge nouée, et secoue lentement la tête en implorant le silence. Je ne suis plus dans le corridor. Je suis dans le long placard sous l'escalier du manoir familial. La porte est verrouillée. Hélène me dit que mère a jeté la clé et que je ne reverrai plus jamais la lumière du jour. Je regagne ma chambre en courant et me blottis sous le duvet roulé en boule. Je passe le reste de la nuit à regarder par les fenêtres qui donnent sur les bois sombres et à me rappeler que, en cas de besoin, je pourrais les briser pour m'enfuir. Je ne suis pas prisonnière. Tant pis si ma seule issue mène à cette forêt où j'ai juré de ne jamais mettre les pieds. Quand le matin arrive enfin, je respire un peu plus librement. Il n'y a pas eu d'autres cris, il ne s'est rien passé d'étrange.
Je me rends dans la salle de bain, que je n'ai pas pris le temps d'examiner en détail hier. C'est la 3e porte du corridor, entre ma chambre et l'étude. C'est une drôle de pièce avec de l'eau qui coule déjà toute chaude d'un robinet par une magie que je ne comprends pas. Je fais plusieurs tentatives, par curiosité, et chaque fois de la vapeur commence à s'en échapper si je la laisse couler trop longtemps. Cet endroit est vraiment plein de surprises. Une fois habillée et coiffée, je ressors dans le corridor, beaucoup plus confiante maintenant que les rayons du soleil entrent par les hautes fenêtres. La porte s'ouvre sans résister sur le reste du manoir. Un arôme de pain frais m'attire vers la salle à manger. Une assiette m'attend sur la table, avec 2 œufs au plat posés sur de grosses tranches de pain à côté d'une demi-saucisse. C'est un petit déjeuner digne d'une reine, et j'ai vite fait de tout dévorer. Malheureusement, Oren ne se montre pas. Pas plus que le seigneur Fenwood. J'espérais vraiment pouvoir parler à quelqu'un. Je me demande s'il y a eu un accident au cours de la nuit, qui les a obligés à prendre le carrosse et à s'absenter de si bonne heure. L'écho du hurlement résonne toujours à mes oreilles. Une fois que j'ai terminé de manger, je ramasse le couvert et sors par la porte que j'ai vu Oren emprunter la veille. Comme je m'en doutais, elle mène à une cuisine richement fournie. Mon instinct prend le dessus, et je passe en revue le cellier avec ses bocaux et ses sacs de grains. Il y a de quoi nourrir 10 personnes pendant au moins 2 hivers. Une autre porte s'ouvre sur un escalier qui mène au sous-sol, et sans doute à une chambre froide. Après la nuit que j'ai passée, je ne trouve pas le courage de descendre dans le noir. Je contourne la longue table centrale pour aller à un grand évier tout au bout de la pièce. Et je lave ma vaisselle. Je n'ai aucun mal à tout remettre à sa place sur les étagères situées en face de la cheminée. Quand je retourne dans la salle à manger, je m'attends presque à y trouver Oren et à me faire gronder pour avoir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.